de notre réunion. Mesdames et messieurs, je m'abstiendrai de vous faire une analyse exhaustive de la situation en Syrie, tout en soulignant le fait que je regrette que mon ami et collègue Pierre Piccinini ait donné une vision à ce point romantique. Je trouve ça un peu triste de la part d'un historien qui est censé nous apporter un témoignage inscrit dans un contexte historique bien précis. J'espère pouvoir entamer le débat sur son storytelling. Sans plus attendre, je vais vous donner quelques pistes sur le terrorisme qui sévit en Syrie. Le terrorisme est une réalité mondiale, une réalité qui touche tous les continents, une réalité que les chancelleries occidentales se refusent à voir quand il s'agit de la Syrie. Je regrette encore que M. Piccinini n'en ait pas parlé. On a vu hier une église exploser au Pakistan, un magasin pris d'assaut par un groupe terroriste dans un pays d'Afrique. Le terrorisme est une réalité universelle, mais on se refuse de la considérer comme telle quand il s'agit de la Syrie. À ce sujet, en tant qu'Institut international pour l'appel à la justice et les droits de l'homme, nous avons commencé à monitorer cette réalité qui existe déjà depuis 30 mois au moins, depuis le début du conflit en Syrie. Je regrette que l'on n'ait pas parlé du pourquoi, du comment, du fondement de ce terrorisme, de ses sources. La Syrie se situe dans une région plutôt explosive. On a vu que le terrorisme a sévi au Liban, quelques années avant le début du printemps de Damas, notamment dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. On a vu que le terrorisme s'est enraciné et s'est sanctuarisé véritablement en Irak, après l'invasion américaine. On a vu que le terrorisme a frappé en Jordanie et dans plusieurs pays du monde arabo-musulman, y compris en Europe. Et là encore, nos faiseurs de pensée, dans un exercice très périlleux, ont fait passer le conflit syrien pour une confrontation entre le bien et le mal, entre une dictature et des forces démocratiques. Je suis originaire de la frontière turco-syrienne, donc je suis d'ascendance syrienne également, et par ailleurs alaouite, et je peux vous dire que cette situation de rejet d'une partie de la communauté de la Syrie et ce discours de haine est une constante en Syrie, et qu'il a fallu maintenant attendre 2010, voire 2011, pour que ce discours de haine, ce discours takfiri, ait le vent en poupe et se permette de massacrer la population. Les Alaouites connaissent la réalité du takfir depuis près d'un millénaire. Je regrette que jamais les analystes, les experts ne font le lien entre l'histoire du takfirisme syrien, qui est vieux, qui est ancien, et la réalité actuelle. Il y a eu un certain Ibn Taymiyyah, qui a été syrien, qui a appelé au massacre, au génocide des Alaouites. On voit qu'il y a une incidence de ce discours dans le conflit actuel, mais les experts faisant ce lien sont extrêmement rares. Nous entendons tous les jours des groupes armés syriens et non syriens sur le champ de bataille appelés au génocide des Alaouites, et on fait comme si c'était quelque chose de banal, comme si ce discours était périphérique, comme si la réalité du takfir était complètement secondaire dans ce conflit. Il est triste de voir surtout que les experts, les faiseurs de pensée, les faiseurs d'opinion
de l'Occident table sur un pseudo-complot alawite en parlant du régime syrien. Alors que vous savez, comme moi, que le régime syrien est multiconfessionnel, c'est un régime laïque. Vous savez par exemple que l'armée syrienne est dirigée par un sunnite, que le renseignement syrien est dirigé par un sunnite, M. Ali Mamlouk. Pour ce qui est de l'armée syrienne, c'est M. Fahd el-Frej. Il n'est pas alawite, il est sunnite. La direction du parti Baas est composée de sunnites. Le clergé syrien, reconnu comme tel et subsidié par l'État, est un clergé sunnite d'obédience hanéfite. Pourtant, nos médias font passer l'État syrien pour un État confessionnel, alors que vous avez dans le voisinage tout proche de la Syrie des régimes purement confessionnels comme le régime saoudien, le régime qatari, la dynastie du Bahreïn, qui est 100% wahhabite. Mais ce label confessionnaliste n'est jamais utilisé dans leur cas. Pensez à la dynastie Al-Thani, à la dynastie Al-Nahyan, à la dynastie Ben Khalifa. On ne nous parle jamais en termes de pouvoir confessionnel. Or, le régime syrien est bien le régime le plus multiconfessionnel de tout le monde arabo-musulman. Alors, autre théorie que l'on essaie de nous faire avaler, il s'agit de cette théorie selon laquelle Al-Qaïda, qui sévit actuellement en Syrie, serait une fabrication des services secrets syriens. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières sorties de M. Bernard-Henri Lévy, de M. Glucksmann, d'Ignace Le Verrier, Vladimir Glassman. Ils n'ont cesse de dire que le régime syrien est confessionnel et que les forces takfiri sont une manipulation du régime syrien. Pourtant, vous savez comme moi que, pour ceux qui connaissent la région, que Al-Qaïda a été utilisé dans le conflit en Afghanistan. On a utilisé Al-Qaïda, en tout cas les États-Unis ont instrumentalisé Al-Qaïda en Yougoslavie, ils l'ont instrumentalisé en Algérie, et paf, dans le cas syrien, ce serait une fabrication maison du gouvernement de Damas. Et l'argumentation de nos idéologues, que sont M. BHL et M. Glucksmann et M. Bernard Kouchner, repose sur un moment de la guerre d'Irak. C'est celui où des citoyens syriens sont partis combattre l'occupant américain après 2003, en passant par le poste frontière de Boukamal. À l'époque, la tribu des Chammar, qui est une grande tribu saoudienne, mais qui a aussi des connexions avec l'Irak, la Jordanie et la Syrie notamment. Cette tribu était victime des bombardements américains. En réaction à la terreur états-unienne, il y a eu effectivement des Syriens qui sont partis se battre en Irak contre les troupes américaines. Vous savez comme moi qu'Al-Qaïda en Irak tue quotidiennement des citoyens syriens des citoyens irakiens sur base confessionnelle. Il massacre des chiites, il place des bombes dans des mosquées, dans des processions religieuses, sur des places de marché. Donc je ne vois pas comment et pourquoi le régime syrien instrumentaliserait un groupe terroriste qui s'attaque à ses propres intérêts, puisque le régime irakien, le gouvernement de Bagdad, est allié du gouvernement de Damas. Donc on voit là, à travers cet exemple, que nos idéologues, que sont Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et compagnie, font appel à une certaine théorie du complot. Ils recourent à la théorie du complot, alors que dans les médias, c'est nous qui passons pour les complotistes.
tous ceux qui aujourd'hui plaident pour la paix et la réconciliation en Syrie sont taxés de complotistes. Parce que défendre la paix, c'est défendre la légitimité en quelque sorte du gouvernement de Damas, et c'est défendre sa pérennité. Or, ce que nous disons en tant que pacifistes, c'est que le conflit syrien a atteint un sommet d'horreur et de barbarie, et que la chose la plus progressiste et humaniste qui reste à faire, c'est de faire appel aux gens de bonne volonté qui se trouvent dans les deux camps, de s'asseoir à la table des négociations, de prôner la réconciliation et de reconstruire ce pays main dans la main. Ce message des pacifistes n'a rien de surréaliste parce que sur le terrain, on en parle très peu, mais sur le terrain, il y a une série d'initiatives qui sont prises par les deux camps, notamment par des dignitaires religieux, qui servent d'intercesseurs, de médiateurs pour libérer des otages qui sont séquestrés, qui sont capturés par les deux camps. Il y a par exemple le ministère de la Réconciliation qui a été mis sur pied il y a 1 an et demi déjà, qui est dirigé par un ministre qui a été dans l'opposition, qui s'appelle M. Ali Haïdar, et qui traite de divers cas, et notamment des disparus du fait des services secrets syriens. 40% des dossiers traités par le ministère de la Réconciliation concernent des enlèvements organisés par les services secrets. C'est pour vous dire, je donne cet exemple, pour vous dire en fait qu'il y a, y compris au sein du régime syrien, des gens de bonne volonté, des humanistes, des démocrates, qui veulent que cessent les fusions de sang et qui dénoncent les exactions commises par leur propre camp. Je pense également à une série d'initiatives prises à Zabadani et à Tal-Kalar. Il y a eu des rapprochements entre les belligérants. Il y a eu des chefs de Katiba qui ont rencontré ce ministère de la Réconciliation et donc le commandement militaire syrien, de l'armée arabe syrienne. Et ils se sont mis d'accord à certains endroits de cesser les hostilités, de ranger, d'enterrer la hache de guerre et de retourner au travail. À Zabadani, par exemple, c'est la population elle-même qui a demandé à ce que les chefs de Katiba cessent les hostilités. Ce sont des initiatives locales, ponctuelles, qui ne sont pas toujours respectées par les deux parties, mais elles existent. Elles sont méconnues, elles sont méprisées, elles sont ignorées par l'immense majorité de l'opinion publique internationale, et pour cause. Il semblerait que les chancelleries occidentales, donc en particulier Paris et Washington, ils ne veulent pas entendre parler de paix et de réconciliation en Syrie. Alors, je profite de cette tribune pour vous dire que l'espoir existe en Syrie, même si cet espoir est limité, même s'il est encore illusoire, ou même s'il est encore à construire. J'espère que nous tous ici contribuerons à ce que la Syrie pense ses plaies, se réconcilie et se reconstruise. Parce qu'on ne peut plus continuer ainsi. Cette guerre fait des ravages dans les deux camps. Il n'y aura pas de vainqueur. M. Qadri Jamil l'a répété récemment dans un journal britannique, dans le Guardian, je pense. Il faut redynamiser les pourparlers, notamment la conférence de Genève 2. Je pense que sans l'appui que nous, pacifistes européens, pouvons donner à cette voie de la paix, il sera très difficile de la construire parce que la Syrie est devenue un conflit planétaire. Nous avons un rôle central et pour cela nous devons nous accrocher, même si les idéologues de Paris, les idéologues de l'Élysée, comme BHL, comme Glucksmann et comme Kouchner, continuent à nous criminaliser. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je citerai un exemple. M. BHL a traité les pacifistes français de gens malades,
on serait atteint d'une maladie honteuse. Il nous a traités de criminels et il a accusé M. Hollande, après s'être dégonflé, après avoir décidé de ne pas intervenir militairement, de faire le lit des pacifistes, comme si nous étions atteints d'une maladie grave, comme si nous étions des barbares, comme si nous étions des amis d'une dictature. Nous, pacifistes, nous ne voulons qu'une chose, c'est que ce conflit finisse et que la Syrie puisse se reconstruire. Je vous remercie.